Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Bonjour à tous, bienvenue à Horreur Québec, le balado. On est encore en présence de Éric Arsenault, notre journaliste national. Je ne connais pas assez les journalistes pour dire un nom. Pierre Bruno. Pierre Bruno, parfait. Notre Pierre Bruno. Merci. Et Daniel Leblanc de Horreur FM et évidemment Raphaël. Oui. Comment ça va tout le monde? Ça va bien, moi, personnellement. J'imagine que... Écoute, c'est le temps des fêtes. Soyons donc festifs. Ben oui, exactement. Donc, on est là pour notre partie 2 de Resident Evil, où on va continuer à parler de la saga des films ainsi que des jeux vidéo. Oh yeah! Yeah! Bien excité. Fait que j'imagine qu'on va pas trop changer la formule. On va commencer par vous lancer, Éric et Daniel, sur les jeux qu'on était rendus. Pour rappel, on avait fait le 1, 2, 3, 4 le dernier coup, plus les épisodes entre deux qui n'avaient pas de numéro. Et là, on va partir à partir du 5 jusqu'au plus récent date. Donc, Éric, qu'est-ce que tu as à dire sur Resident Evil 5? 5. Ben, écoute, ce que je peux dire, c'est que c'est sorti le 13 mars 2009 sur la Xbox 360, sur la PS3 et quelques mois après sur PC. Et là, ça faisait suite à l'excellent Resident Evil 4. Fait que la barre était pas mal haute. Ouais. Et ouais, pas mal. Donc, l'histoire, ben, écoute, ça suit les événements du Resident Evil 4. Ça juste déroule en Afrique en 2009. Chris Redfield et Shiva Alomar enquêtent sur un virus, encore un virus, hein, maudite affaire, mutagène, dispersé dans la nature et doivent se défendre contre les monstres qui l'engendrent. Houhou! Et là, j'en dirai pas plus parce qu'il y a quand même un gros punch dans celui-là par rapport aux autres Resident Evil. Et là, on introduit encore plus, en fait, ça fait entièrement partie du jeu, le mode coopération, qu'on contrôle pas Shiva, notre partenaire, et qui fonctionne quand même assez bien, parce que là, je dois dire, moi, j'y ai joué le mois passé, parce que là, je me suis dit, quand Raphaël m'a dit on fait un spécial Resident Evil, je dis, tiens, c'est celui-là que je me souviens le moins, et avec le 6. Et écoute, la barre était haute, mais il ne déçoit pas quand même. Et ça reste totalement satisfaisant. Et si je me fais à mes notes, écoute, en décembre 2009, il y avait déjà vendu 5,3 millions d'exemplaires. Ouais, quand même. Les gens sont assoiffés de zombies et de Resident Evil. Donc, oui, puis comme je disais tantôt, la coopération fonctionne bien. Elle n'est jamais trop dans nos jambes, la plupart du temps. Des fois, elle prend son temps. Moi, je m'excuse, là, c'est l'urgence. Faut pas trop niaiser. Tu sais, je disais là, tu regarderas le paysage une autre fois, je comprends. Là. C'est beau, mais il faut l'appeler des fois juste pour la remettre à sa place. Et là je suis pas misogyne, excusez-moi, là, c'est une blague. Bref. Non, ben, excuse-moi, hein, c'est moi qui. Je suis tellement woke et en parlant de woke, en plus, ça a eu. Je pense avec raison, là, à l'époque, il y a eu une controverse. Parce qu'évidemment, ben, écoute, ça se passe en Afrique et les méchants, en fait, les habits étaient tous noirs et le héros est blanc. Je sais, ça non, mais tu sais, une coupe de blanc, là, ça me commande, là. On aurait pu faire un effort, là. Je veux dire. C'est ça qu'ils ont fait en dernier, là. Ils ont rajouté un peu de couleur. Oui. Ben, un peu de teinte. ouais, mais tu sais, en tout cas, je peux comprendre le malaise, par exemple. Oui. Non, c'est ça. Et là, attends. Oui. Ce que j'ai oublié, en fait, et ce que j'ai appris en regardant les internets, c'est que ça devait être d'avoir dans le jeu un concept diurne, dans le sens que le soleil te fuck la vue un peu des fois. Tu sais, il vient, c'est comme un enjeu. Je l'explique pas super bien, mais je vais vous l'expliquer. Dans la version originale, le personnage contrôlé par le joueur devrait faire attention à sa santé en se protégeant du soleil qui peut notamment éblouir. Donc, tu sais,
Je n'avais même pas pensé à ça. Mais c'est intéressant justement parce que ça allait à l'encontre un peu des cas de Resident Evil, ça, là, que ça se passe en plein jour, puis que il y a cet enjeu-là de la lumière. Tout à fait. C'est assez sombre, les jeux. En fait, oui. Puis en fait, ce qu'il avait pensé, c'est qu'il faut toujours, tu regardes ta jauge, il y avait une jauge par rapport liée à l'installation et penser à se réhydrater. Parce que tu fait chaud. T'as soif avec toutes tes armes sur toi. Puis, bref, ça a été mis de côté. Ça n'a pas été retenu. Moi, j'aurais aimé ça. Je pense que ça aurait ajouté une petite touche d'originalité au jeu. Oui, clairement, ça aurait été cool. Parce que le jeu, puis là, je vais te laisser parler, Daniel, après par rapport au 5e. Je trouve que le jeu est bon, c'est intéressant. L'histoire est correcte. Mais on revient à la base des Resident Evil. C'est classique. Mais c'est sympathique. C'est classique, mais en même temps, c'est à partir de celui-là qu'on est tombé dans la grosse action stupide. Tu sais, il y en avait déjà un peu dans le 4, mais c'est à partir du 5 là. C'est vrai. Tu sais, Mané, il y a une scène. T'es en camion, puis il y a des gars en moto qui te suivent. T'as une turret, puis il faut que tu descendes. Là. C'est très action. Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est peut-être pour introduire le 6 ou se faire à l'idée. Ouais. Mais en même temps, j'imagine que c'était très action parce que c'était multijoueur. Tu sais, tu joues avec quelqu'un, tu as la possibilité de jouer à deux. Tu sais, oui, l'autre peut être contrôlé par l'ordinateur, mais quand tu joues à deux, là, tu veux de l'action. As-tu essayé à deux, toi? La première fois que je l'ai fini avec un de mes amis. Ouais. OK. Moi, je l'ai jamais essayé à deux. C'est là que ça devient vraiment le fun. Parce que, comme tu dis, tu sais, Sheva, des fois, elle prend son temps. Là, ben là, si c'est ton ami qui prend son temps, ben là, tu peux y dire. Oui. As-tu vu? Ça développe des belles amitiés. La bonne communication. Oui, c'est ça. Tout ça grâce à Resident Evil. Hey, merci Capcom. Merci. Moi, je te dis, puis il est relativement... Je suis mort une couple de fois, relativement facile quand même. Là, je suis rendu au boss de la fin, puis j'ai un peu de misère, par exemple. Il y a un petit bout de touché là, à la fin, là, mais sinon, il est quand même assez facile. Ouais. Très linéaire aussi. Oui, tout à fait. Mettons qu'il y a... J'essaie de me souvenir s'il y a des énigmes, puis il me semble que... Non, pas tant. Il n'y a pas de puzzle, il n'y a pas d'énigmes. C'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué, mais comme je disais tantôt, moi, j'ai l'impression que tu viens après le 4 qui a tellement été encensé puis aimé. Ouais. C'est correct. Là, ça reste un bon jeu. Oui. C'est tout à fait respectable. Là. Mais j'avais hâte d'y rejouer, je m'en souvenais vraiment plus. Puis, j'ai passé un bon moment. Là. Tout seul, mais un bon moment. Il faudrait peut-être que j'y rejoue parce que la dernière fois que j'y ai joué, ça doit faire au moins 10 ans. Et ce qui est drôle, c'est quand vous jouez, moi j'ai une PS5, chanceux que je suis, et j'ai joué sur la PS5 et c'est intéressant, il y avait des petits bouts d'histoire de Resident Evil, mais ça load tellement vite que j'avais pas le temps d'y lire. Oh. J'aurais dû sortir mon Xbox 360. Non, c'est pas grave. Est-ce que vous deux, Chloé, je te pose pas la question. Je pense juste savoir si t'es là. Raphaël, tu as-tu joué, toi? Oui, c'est pas mal le dernier auquel j'ai joué. C'est quand même pas mal, là, justement en coop là, avec un de mes amis. Puis, moi, je l'avais. C'était vraiment plus orienté action, ça c'est vrai, vous avez vraiment raison. Puis, moi, j'ai plein de bons souvenirs par rapport à ce jeu-là. Là. On a comme un running gag avec mes potes que je faisais des sauts constamment quand il y avait des grands magies qui arrivaient. Fait que là, c'est comme devenu un peu ma némésis dans toutes les situations. Là. Genre, à chaque fois qu'il se passe de quoi d'un peu freaky, c'est comme c'est moins pire qu'un grand magie quand même. Là, fait que. J'avais bien aimé, moi aussi. Là, puis, justement, je pense que Daniel a raison, ça prend beaucoup plus son sens en coop là, dans tout le côté, justement, on travaille en équipe pour sortir de la situation. Puis, je pense, personnellement, je trouvais que, mettons, le côté action était beaucoup mis de l'avant aussi par le côté qu'on trouvait des guns et des munitions beaucoup plus facilement dans celui-là que dans les autres, où c'est que tu vraiment que tu économises tes balles, tout ça. Puis dans celui-là, c'était un peu moins important parce que c'était plus facile à trouver. En tout cas, ça enlève le côté peut-être plus stressant, le côté angoissant. Ah, merde, il faut que je me débrouille.
C'est comme. Il avait quand même un peu ce côté-là, mais quand que ça arrivait, tu pouvais facilement te retourner vers ton partner, faire comme donne-moi des balles. Oui. Il y avait au moins ça de bon quand même, là, dans un sens, parce que c'était comme OK, il me reste tant de balles, prépare-toi, donne-moi-en, on partage, ou autant d'autres choses. Là. On pouvait partager des guns, du healing, des balles. Fait que ça, c'était bien. Oui. Par contre, moi l'autre me servait pour transporter des affaires. Ouais. Mais bon. Ben écoute, je vais essayer de me trouver un ami, puis je vais essayer de jouer avec. Mais, puis, juste le dernier mot, la critique, quand même, je regarde ça. Sur le Metacritic, c'est une moyenne de 86% quand même. Ah, c'est excellent. Et écoute, IGN avait donné 9 sur 10 à l'époque. Quand même. Ah ouais, hein? Oui. Écoute. Il a marqué les esprits, là, je pense aussi, avec Chris Redfield qui est devenu vraiment plus iconique dans la saga à partir de celui-là. Puis, ouais. Et là, on enchaîne. Je pense qu'on va avoir deux avis contraires là-dessus, mais avec Resident Evil 6, qui est sorti 3 ans plus tard, le 2 octobre 2012, sur encore PlayStation 3 et Xbox 360, et en mars sur PC. Il s'agit, écoute, c'est le premier jeu qui a Chris et Leon dans le même jeu. Vous êtes excités, hein? Yes! Écoute, l'histoire, my God. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je la compte, parce qu'il y a comme 4 chapitres. Daniel, est-ce que ça vaut la peine que je la compte? Ouf. Pas tant. Tu peux la résumer rapidement. Ouais, résumer. OK. Il y a 15 ans, Raccoon City a été détruit par un missile nucléaire tiré par l'armée américaine sur un ordre du président des États-Unis afin de rayer la propagation du virus. Blablabla. J'essaie d'aller à l'essentiel. Mais là, le président est infecté et se transforme en zombie. Il se retrouve donc alors confronté à sa propre équipe de protection, Leon S. Kennedy et sa partenaire Helena Harper. Ces derniers poursuivis pour l'assassin du président simulent leur propre mort et partent alors en croisade contre les auteurs de cette attaque. Au même moment, à l'autre bout du monde, à Lianxiang, en Chine, Chris Redfield et son coéquipier Pierce Nevins sont confrontés à une attaque bioterroriste de grande ampleur, membre de la BSAA, Bioterrorism Security Assessment Alliance. Hey, je suis pas pire. Les deux en anglais, c'est meilleur de fois en fois. Je sais, écoute, en tout cas, je corrigerai d'autres fois. Parce que j'ai un élève à cette heure qui est anglophone, donc je dois parler en anglais, fait que je rajoute que ça m'améliore un petit peu. Fin de la parenthèse. Les deux agents vont tenter de maîtriser la situation et de faire revenir l'espoir. Hey, c'est-tu pas beau, tu penses? Moi, Daniel, il a une petite larme, là, il pleure. Là. Je suis ému, là. Et là, il y a d'autres personnages qui s'ajoutent à ça, mais on s'en crisse un peu. Parce que... Oui, puis non. Oui? OK, je vais continuer. Si on est fan des autres jeux, c'est quand même cool. Oui, je vais continuer. C'est correct. Arrête de me harceler, je vais continuer. Bon. Ils finiront par croiser le chemin de Leon et Helena, ainsi que celui de Jack Muller et Sherry Birkin, envoyés dans la République et en Europe de l'Est. Ces derniers sont poursuivis par l'organisation qui a lancé l'attaque bioterroriste, car le sang de Jack relève un atout majeur dans la lutte contre cet attentat. Cependant, son passé, ses origines restent sombres pour Sherry. La pauvre. Jack, n'accordant pas facilement sa confiance à qui que ce soit. Mon Dieu, j'ai l'impression de lire un roman savon. C'est un peu ça, Resident Evil. Oui, c'est ça. C'est un soap avec des zombies. Adam Wong se retrouve également mêlée, malgré elle, dans l'aventure des protagonistes mentionnés précédemment. Elle est contactée par Derek C. Simons, qui souhaite la mettre sur la piste d'une de ses expériences, utilisant ces détails pour la perturber comme une vidéo de directive. L'attaque d'il y a 6 mois destinée à cette dernière. Elle découvre dans un laboratoire. Écoute, encore laboratoire, on en parlait, là. Il y en a toujours un. Oui. Une cassette vidéo, oui, montrant le projet Ada. Ada Wong. Une expérience supervisée par Simon et son équipe visant à kidnapper des jeunes femmes afin de leur injecter un mélange du virus C avec l'ADN de Wong afin de créer un clone parfait de cette dernière. Et là, j'en oublie-tu?
Non, je pense que c'est Ah, tout. Non, je pense que ça doit faire un tour. Donc, regarde, je vais juste résumer ça là, vite. Là. Il y a un premier duo, c'est Leon S. Kennedy avec Elena. Le second duo, c'est Chris Redfield avec, j'ai pas souligné son nom. Pierce quelque chose. Oui, Pierce quelque chose. Le troisième duo, c'est Sherry Birkin avec Jack Murder. Et c'est pas mal ça. Et là, on est vraiment dans l'action. Là, c'est plus le survival. Là. Avec l'abus de Quick Time Events. Ça, oui. Si vous n'aimez pas ça, passez votre tour. Ouais. Écoute, moi, l'affaire que quand je pense à Resident Evil 6, je pense à générique. Je pense que ça aurait pu être n'importe quelle franchise. Ça manque d'âme. Je sais pas, je pense que Daniel, t'as plus aimé ça que moi. Ben, je pense que oui, parce que je l'ai fini au complet. J'ai tous les trophées sur PlayStation, sauf ceux en multiplayer. Puis j'ai quand même. Moi, c'est parce que je joue Resident Evil, pas pour l'expérience de gameplay. J'ai tout le temps joué Resident Evil pour l'histoire. Puis l'histoire du 6 est correcte. Tu sais, ben, quoique quand on y pense, c'est pas mal la pire de la gang. Oui, pas mal la pire de la gang. Ouais. Elle est interminable en plus. Parce que... Oh my God, ben avec 4 épisodes. 4 chapitres, ouais. 4 chapitres. Ben, c'est quand même cool parce qu'ils ont essayé de faire avec Leon la campagne traditionnelle zombie horreur. Essayez, je dis bien. Oui. Ça commence bien, tu sais, quand tu es dans la ville, puis là, l'invasion de zombies commence, tu sais, tout pète partout, c'est quand même cool. Mais là, après ça, tu arrives à Chris, que lui, il est PTSD, je pense. Sûrement. En tout cas. Parce qu'il a vécu, il mérite. Là. Ah, ouais. Oui, il mérite amplement. Il est rendu PTSD, puis là, il se fait retrouver par un ancien de son ancienne gang. Puis là, il veut rien savoir. Puis finalement, let's go. Mais tabarouette. Toute sa campagne-là, c'est basé sur le côté action de Resident Evil. Et ce n'est que ça. Son chapitre, sa campagne à lui est plate. Je ne l'ai jamais aimé. Puis après ça, tu as la campagne Sherry puis Jake. Celle-là, quand même, pas pire, mais c'est le côté que j'aime moyennement de Resident Evil, où c'est que tu te fais constamment poursuivre. Eux autres se font poursuivre par un genre de Némésis, mais lui, il s'appelle Ustanak, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, c'était... Ça doit être ça. Non, mais je vais regarder quand continue. Puis après ça, il y a Ada, que elle, au début, sa campagne était supposée se faire en seulement un joueur, mais il y a eu des plaintes parce que c'était comme, mais là, toutes les autres font à 2, parce que c'est un autre jeu qui est multijoueur, tout comme le 5. Mm-hmm. Et finalement, ils ont rajouté un personnage random qui s'appelle juste Agent. Je pense qu'il a comme l'air de Hunk ou quelque chose de même, là, mais il s'appelle juste Agent. Wow. Puis dans les cutscenes, il n'est pas là. Fait que la cutscene load, Ada fait ce qu'elle a à faire, puis 2 secondes après, Agent apparaît. Ça, c'est immersif. Hein? Tu sens vraiment... Mais le jeu, il est comme Halloween Kills. Il n'y a pas de focus. Il est trop partout. Tu sais, il manque de quoi. Ouais, mais j'ai eu plus de fun à Halloween Kills que ça, mais bon, c'est un autre débat. Aussi, mais tu vois, j'ai commencé à jouer, j'avais acheté le 5 et le 6 et j'ai commencé à faire la première partie, puis je me suis vraiment tanné. Ah ouais, hein? Ouais, je me suis vraiment tanné. Ça achetait comme ça, c'est vraiment pas bon. Tu sais, toute la gestion d'inventaire est plus la même. C'est plus le même truc. Non, j'ai fait fuck off. Ah ouais, à ce point-là. À ce point-là, ben, tu sais, faudrait peut-être que j'en joue avec toi, Daniel, un jour. Ah, peut-être. Puis là, tu vas me motiver, mais là, je suis zéro motivation. Franchement, c'était déjà le souvenir que j'avais à l'époque. Ah ouais, hein? Ouais. Je suis pas vendeur, ben. Hein. Non, ouais. Mais c'est pas excellent. Comme... Non, mais passez votre tour. Non, mais tu sais, honnêtement, à toi et moi, Daniel, si tu avais un à conseiller, celui-là est en bas de la liste. Là. Ah, ben oui, définitivement. Passez votre tour. Puis en plus, même au niveau de l'histoire, il n'est pas super important.
Il est facilement... Tu sais, tu peux le skipper, là, puis aller juste direct au 7. Oui. Puis c'est pas grave. Ah, c'est tellement pas grave! Parce qu'en plus, le méchant, il est poche. Oui, mais écoute, il y a plusieurs boss en plus. Là, tantôt, tu parlais, dans le courant, il commence par U, là. Ubistivo. Ça, non. Ah, c'est un boss? C'est un boss, ça. Ah. Écoute, attends, parce qu'ils ont donné des noms très Europe de l'Est, ou je sais pas trop, écoute, là, à toutes les bébites, à part ceux qui se trouvent en Chine, je pense. Il y a même un bonhomme monstre qui s'appelle Whoop, Whopper, comme le burger. Là. Ah ouais. Pareil, c'est écrit pareil. Oh, oui. Zombie Dog, Shrekker, Ogroman. Là, les boss, Lepotica, Bratz, Deborah Harper, bon, c'est correct. Derek C. Simon, ça va. Ilujija, Ubisvo, Aas, et Carla Radam. Ça a travaillé fort pendant le brainstorm. Je comprends pourquoi vous les avez tous retenus. C'est vraiment... Non, mais moi, je les ai pas retenus là. J'ai aucun mérite. Là. C'est des feuilles. C'est ça. Ou tu sais, le gars essaye d'avoir l'air plus hot que Daniel. Non. Je suis pas rendu là. Ça va. Qu'est-ce qu'on switch au 7? Hey, switchons donc au 7. Ouais. Parce que... écoute, méchante marche, là. Tu sais, on est ailleurs, là. Ah, oui, complètement. Donc, le jeu est sorti à Resident Evil 7 Biohazard, qui est sorti le 24 janvier 2017. Et juste pour vous dire, info non nécessaire, mais en octobre 2021, 10 millions de ventes. Quand même. C'est assez impressionnant. Donc, l'histoire, là, on introduit un nouveau personnage. Ethan Winters part à la recherche de sa femme Mia, portée disparue depuis 3 ans. Les résultats de son enquête le mènent vers une plantation dans une petite ville de la Louisiane. Explorant une maison aux allures abandonnée, il retrouve Mia saine et sauve. Lors de leur tentative d'évasion, le captive, soudainement possédé par une entité inconnue, attaque son mari, la forçant ainsi. Hey, non, ça, c'est l'intro, c'est pas un punch, là. Mais non, c'est pas un punch. C'est pas un punch, là. Je t'arrête de lire, je dis, oh my god, je suis en train de le dire, mais en même temps, c'est la même critique, fait que c'est correct. C'est là-dessus, j'ai eu peur, je sais pas pourquoi. C'est le stress. Ethan peut avoir connaissance avec la sympathique, et là, je dis bien sympathique, famille Baker, qui a la fâcheuse habitude de laisser personne s'enfuir de leur demeure. Notre héros fera tout en son pouvoir pour découvrir la vérité sur ce qui se trame dans cette famille pour le moins dysfonctionnelle. Ouf. Ouais, et là, on vient à la... C'est le premier jeu à la première personne? Ouais. En tout cas. Dans la ligne, oui. Les jeux principaux, oui. Là, oui, dans ce qu'on parle. Ouais, mettons, t'exclus les rail shooters et ces affaires-là, ouais. C'est ça. Obstine-moi pas. Non, c'est pas vrai. C'est correct. Bon, j'ai oublié. Ah oui, OK. La première heure de ce jeu-là, première ou deux premières heures, elle est malade. Moi, c'est magique. Je l'ai rejoué encore récemment parce que je voulais avant le 8. C'est le bout le plus épeurant qu'il y a dans la série. Là, j'aimais tout. J'étais sur le bout de mon siège, je hurlais ma vie. C'est capoté. Cette petite famille-là qui fait penser que des airs de Texas Chainsaw Massacre par moment. Ouais. Écoute, c'est épouvantable. C'est fou. Après ça, plus l'histoire avance, vers la fin, le bateau, c'est plus tranquille, ça devient plus mollo. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand c'est sorti, parce que là, après avoir joué le 6, ce qui était pas bon, à mon avis, j'ai fait « Oh, wow! » Là, on est revenu à la base, à ce qui se fait de mieux, une bonne histoire, comme disait Daniel. Et écoute, un stress épouvantable. Et une super bonne jouabilité. L'inventaire se contrôlait mieux. Bref, écoute, je pense que j'ai donné 9 sur 10 à ce jeu-là à l'époque. C'est ça que ça mérite. C'est amplement.
Ben, mais puis là, t'as plein de petites nouveautés, t'as des cassettes vidéo qui t'amènent dans c'est comme des flashbacks dans le fond, là. Ouais, des petits puzzles, pas trop difficiles, en même temps pas trop faciles, juste correct, là, t'as un bon dosage des deux. La seule affaire que j'avais notée à l'époque, c'est des graphiques. Je trouvais aurait pu être juste un petit coche plus beau. Ouais. Ben, ouais. Là, on est rendu sur quelle machine? Genre Xbox One? Excuse-moi, moi, je jouais à PS4. Excuse-moi. Okay. PS4 et attends, Xbox. Ça doit être Xbox One. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je trouvais juste que, tu sais, des fois, la pourriture, c'était juste. Ça aurait juste un petit coche plus élevé. Écoute, j'essaie de trouver des défauts. Ouais. Quand t'es rendu à juger la pourriture dans le jeu, là. Je sais. C'est ça. Mais, quand même. C'est vrai qu'il y a comme l'air d'avoir un petit effet Photoshop, genre plastic wrap par-dessus, là. Ouais. OK, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Plus de ça, tu sais, plus de ruban, plus de gestion de ruban à faire. Écoute, moi, puis les méchants sont fucking weird puis creepy. J'entends encore la mère rire. Tu sais, faut que tu te caches, il y a un bout que tu te caches. Tu joues un flashback, tu entends la mère rire, t'es comme « Oh my God! » avec encore une fois des écouteurs, c'est idéal. Bref, très, 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 très content de ce 7e opus-là. Très excité, j'avais foi en cette franchise qui avait perdu un peu sa touche avec la 6. Daniel, je te laisse parler tes impressions. Ben, c'est pas mal ça que je suis pas mal. Je te rejoins pas mal. J'ai vraiment trippé sur ce jeu-là, comme on est vraiment revenu à comment dire, pas au strict minimum, mais quasiment. Tu sais, mettons, avec le 5, à partir du 4, c'est devenu très action, tu sais, puis il y avait beaucoup d'éléments. Tu sais, on était dans des villes, on était dans des endroits ouverts. Là, on est dans une maison, quasiment comme dans le premier. Avec le manoir, ouais. Avec le manoir, tu sais, ça fait très penser à ça. Puis c'est un peu la même chose aussi. Là, tu sais, mettons, tel couloir, ben, il est barré avec une clé de. Là, je me souviens plus les clés. Là, je pense que c'est des. Je m'en souviens plus, moi non plus. En tout cas, je pense qu'il y a la clé du scorpion un moment donné, puis des affaires de même. Là. En tout cas, tu sais. Puis là, tu rouvres des sections de la maison, puis là, tu as de plus en plus à découvrir. Puis, wow, que c'est le fun. Mais c'est tellement le fun à explorer, cette maison-là. Là. Faut que j'en parle, puis j'ai envie de jouer. Là. Et comme un peu de, tu sais, t'as pas joué au remake, c'est vrai, mais comme Monsieur X ou peu importe, t'as tout le temps quelqu'un qui t'arrive. Oui, c'est ça. T'as tout le temps le patriarche de la famille qui défonce un mur et fait comme coucou. Sympathique. Oh, mais si je me trompe pas, dans le fond, la maison est un peu divisée, comme si on veut, en 3 grosses sections. La première section, c'est très influencé par genre Texas Chainsaw Massacre, tu sais, avec le père qui, justement, un moment donné, on fait un combat de chainsaw, puis c'est assez malade. Ouais. Puis la séquence avec la mère, ça, je m'en souviens plus trop. Je pense que c'est Evil Dead qui est un peu plus l'influence. Et après ça, on a le fils de la famille et lui, c'est plus ça. Décadence. OK, intéressant. Oui, parce qu'il y a une vidéo cassette qui fait vraiment ça. Que tu joues, tu es dans une. En tout cas, il y a des pièges. Ouais. Tout à fait. Tu vois, j'avais pas vu ça. Ben, si je me trompe pas, là, je ne suis plus exactement sûr des comparatifs, mais tu sais, le jeu est divisé en 3 sections, puis je me souviens du premier puis du 3e, mais le milieu, je suis plus sûr. Plus vous en parlez, plus je suis confuse parce qu'au début, tu as raconté l'histoire. J'étais comme, ça a l'air vraiment intéressant, je vais jouer. Puis après ça, vous avez dit à quel point c'était terrifiant. Puis je me dis, je vais mourir là. Puis là, vous continuez à en parler. Ça a vraiment de l'air le fun. Fait que je ne sais pas si je vais essayer ou pas. Moi, ça me faisait penser là, je parle plus du début. Là, si vous avez joué à la franchise Outlast, Outlast, oui, OK. Je trouvais que c'était le même niveau de terreur. Aïe. Okay. Oui, au début, c'est vraiment. C'est assez juste plate que ce niveau de terreur-là
ne demeure pas tout le long. On remarque que peut-être pour nous, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que rendu une fois, à un moment donné, tu te promènes sur un gros bateau, c'est correct. C'est correct, là, mais c'est ordinaire quand tout ce que tu as vécu avant était extraordinaire. La maison, t'as plus le fun à explorer que le bateau. Puis, sinon, une autre affaire, tu dis les ennemis sont freaky, oui, mais c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps des tas de... Voyons, comment on appelle ça? J'ai un blanc. Un tas de... Tu sais, la matière noire, là, quand c'est humide, là. Matière noire quand c'est humide. Ben écoute, c'est assez clair. Ben, genre de la pourriture, je comprends pas. Du goudron? Non plus. Du goudron, non? Pas du goudron, du pétrole? Pas du pétrole. Non, quand c'est humide, puis t'enlèves un panneau de mur, puis c'est tout noir en arrière. Là. Ah, la moisissure. La moisissure. Hey. OK. Hey, c'était vraiment ça, t'avais oublié. Moi, je cherchais le terme technique du... Non. J'ai juste oublié le mot moisissure. Ben, écoute. Ça arrive. Hey, nous autres, on tape un samedi matin, hein, fait que... C'est ça. T'es tout excusé. Juste un café dans le corps, moi, là. C'est ça. Quand même. Mais oui, je suis d'accord. Ça manque peut-être de variété, mais tu sais... Mais au moins, elles sont différentes un peu. Tu sais, c'est tout le temps le même design, c'est tout le temps un tas de moisissures, mais il y en a un, tu sais, mettons, son bras va être en forme d'épée. Ouais. Okay. Ouais. Ou il y en a un qui au niveau du sol, il va bouger rapidement, puis tu sais, ils sont différents dans leurs agissements aussi. Mais sinon, overall, ils ont tous pas mal le même design. Moi, ce que j'aime de Resident Evil, c'est de voir, mettons, différents zombies, des différentes créatures. Là, de ce côté-là, c'est un petit peu décevant. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est un détail quand tu prends en considération tout ce qui marche dans le jeu. Oui, puis écoute, écoute, là, on a l'air de bitcher, là, mais tu sais, ils durent 10 heures, là. Toutes les Resident Evil sont pas longues, de toute façon, mais si j'en aurais pris juste une petite affaire plus. Ouais, c'est clair, 10 heures. Ben, il y a les DLC que j'ai pas joué qui doivent rajouter quand même pas pire moi non plus. De temps de jouabilité. Ouais. Là. Il y a le DLC avec Chris qui se passe dans une mine, si je ne me trompe pas. Et il va à la poursuite du fils de la famille qui s'est sauvé. Spoiler, il se sauve. Le petit coquin. Ouais. Mais non, mais écoute, malgré tout, là, c'est un des excellents Resident Evil. Ah oui. Il est dans le top de la liste. Oui, vraiment. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va apprécier le fait que c'est rendu à la première personne. Mais non, c'est vraiment excellent. Oui. Franchement, puis, je le répète, là, un des plus terrifiants, en tout cas, au début. Là, franchement, là, jouer ça dans le noir, fermer les rideaux. Hey, puis il est disponible en VR. Oui, oh my God. Ça, non. Ça jamais je fais ça en VR. Hey, non. On va tous mourir, là. J'ose même pas jouer à Phasmophobia en VR. J'ai eu l'occasion de le faire, j'ai fait non. Bref, je te demanderai pas, Raphaël, si tu as joué. Non, ben, tu pourrais peut-être switch à Village. Sans date. Oui, qui est sorti le 7 mai 2021. Hein? Ça fait même pas un an qu'il est sorti. Quand même. Celui-là, écoute, gros coup de cœur aussi pour celui-là. Écoute, l'histoire se résume très facilement parce qu'il y a beaucoup de spoilers. Puis je veux essayer vu que c'est récent, de ne pas gâcher la surprise. L'histoire se déroule 3 ans après les événements de l'excellent Resident Evil Biohazard. On se retrouve encore une fois dans la peau de Ethan Winters, qui tente par tous les moyens de retrouver sa fille Rose enlevée dans des circonstances nébuleuses. Et là, il y a une introduction un peu à la... Attends, je ne peux pas je me trompe de film. Coralie, c'est ça? Le film d'animation. Coraline, merci. Je pensais et l'autre petite fille. Bref, qui est magnifique.
c'est Mia qui compte une histoire, c'est merveilleux. Ça commence vraiment super bien. Et comme je vais essayer de le moins spoiler possible, moi, ce jeu-là, OK, je pense que Daniel, malheureusement, il n'a pas joué, mais bon, je l'entends dire, oh, mais il est plus action. Il est plus action, mais il est vraiment le fun comparativement au 6. Et il y a une espèce de nostalgie tout le long parce qu'il est divisé en 4 mondes. Ah, OK. C'est comme si on jouait un jeu à la NES, là, dans le bon vieux temps. Là, faut que tu fasses le monde 1, faut que tu fasses le monde 2. Et chaque monde a son propre boss. Okay. Et c'est vraiment cool. Le premier, c'est avec la femme vampire qui mesure quasiment 9 pieds. Là, peut-être que je me trompe dans l'ordre, là, mais on s'en fout. Je sais qu'il y en a un avec la maison, avec les poupées. Celui-là, là, terrifiant au bout. Franchement, là, c'est que j'ai quasiment chié dans mes culottes. Et un avec un homme loup et le quatrième, je pense, c'est avec une créature genre blob là, ou quelque chose de genre. Là. Mais le fun. Oui. Mais le fun fou que j'ai eu à jouer à ce jeu-là. Et on a il faut que je retrouve son nom. On a un vendeur de Duke. Comme un peu dans le 4. On avait un marchand dans le 4. Oui. Pas loin de nos points de save. Et là, on a de Duke une espèce d'immonde personnage énorme là, qui ne doit pas sentir très bon. Et qui fait tout le temps des petites blagues, qui est super drôle. Il est vraiment super drôle. Puis là, ça nous permet d'acheter de nouvelles armes, d'upgrader, excusez l'anglicisme, nos armes et tout le tralala. Et écoute, c'est plate que je suis tout seul à l'avoir joué parce que le seul mot qui me revient, c'est gros fun noir. Wow. Ah, wow, ouais. Ouais, moi, j'ai eu du fun. C'est pas. L'histoire est intéressante. Ethan Winters se dit, coudonc, il est surhumain. Parce que là, c'est ça, il y a des affaires qui se passent, ça n'a pas de crise de bon sens, mais tu comprends. Vous allez comprendre plus tard. Il y a aussi, ce que je trouvais intéressant, l'espèce d'influence de Resident Evil 4. À un moment donné, tu te retrouves dans un village qui fait très Europe de l'Est, comme dans Resident Evil 4. Franchement, c'est vraiment cool. Écoute, une dizaine d'heures encore, malheureusement. Vraiment trop court. Mais, my God! Oh, wow, je pense encore aux poupées, puis j'ai la chienne. Oui, c'est la même, écoutez, c'est la même jouabilité que Resident Evil 7. Là, il n'y a pratiquement rien de changé. Ou presque pas. Là. Écoute, jouez-y, sacrément. Daniel, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, là. Je sais pas qu'est-ce que j'attends. Puis ça clôt. En tout cas, encore une fois, je dirais rien, mais ça clôt. Je trouve le Resident Evil 7 et Evil 8, ah ouais, hein? Ce truc-là. Sans trop à dire. Ça, c'est un peu une de mes questions. À quel niveau ça vient? Tu sais, mettons, Resident Evil 7 est un peu fermé en lui-même. C'est Resident Evil 7. Ça commence, oui. Mais le 8, est-ce que ça vient chercher un peu de ce qu'on connaît des vieux? Ou, oui, des spoilers, j'imagine? Oui, c'est ça. OK, c'est ça, c'est bon. Mais tu sais, quelqu'un qui me dirait, est-ce que tu jouais au 8 sans avoir joué au 7? Là, je dirais non. Ah, OK. Non, tu sais, c'est pas la fin du monde. Là, tu peux trouver sur Internet toutes les infos. Mais tu sais, juste pour avoir l'immersion totale, jouer au 7, parce que tu sais, ça clôt l'histoire du 7. Tout est relié ensemble, tu sais. OK. Fait que, ça serait dommage. Puis là, c'est ça. Puis là, la grosse nouveauté aussi que j'ai failli oublier, c'est que maintenant, on a des loups-garous dans nos vampires, dans nos vampires. Dans nos ennemis. Dans nos ennemis et des vampires. Ce qu'on n'avait pas, tu sais, là, on n'a pas juste des zombies ou. Fait que c'est vraiment varié, tu sais. Est-ce que c'est des créatures qui sont faites par Umbrella, eux autres, avec, ou c'est du folklore? Je te perds, on te perd, mon cher. Non, moi, je le perds pas. Ah, OK. Ben bon, il y a juste moi qui te perdais. Non, mais je te demande, est-ce que tu m'entends, là?
Oui, je t'entends. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, je te demandais juste, est-ce que les créatures, les loups-garous et les vampires, c'est fait par Umbrella ou c'est du folklore? Écoute, bonne question. Je m'en souviens plus. OK. Écoute, je t'enverrai la réponse dans Messenger si tu veux. C'est bon. Mais je m'en souviens plus, mais écoute, ça fait changement. Puis, si vous aimez moins le côté action, c'est sûr que peut-être ça va vous plaire moins. Mais je le répète, là, puis écoute, c'est pas très original, mais gros fun, puis nostalgie. Moi, moi, le petit gars qui jouait au Nintendo, le premier Nintendo, là, que genre, tu fasses ça. Écoute, c'est venu me chercher. Vraiment, j'avais on a une vie, là, je disais, faut travailler. Là, genre, je m'en allais travailler, puis j'étais comme, si je faisais juste penser à, OK, je vais revenir, je vais jouer, je vais finir. C'est fun, ça. Ouais, j'avais juste hâte, de revenir. Donc, puis je pense que j'ai vu des fois sur Internet les cosplays, les gens qui étaient déguisés en Lady Dimitrescu, la grande dame qui est vampire. Puis, il n'est pas nécessairement super dur, mais moi, c'est un jeu que je vais rejouer clairement. Gros fan noir. Wow! Nice. Ouais. Tu le vends bien. Merci. 5 millions de ventes, lui, à date d'octobre 2021. Écoute, ça fait pas longtemps là, quand même qu'il est sorti 5 millions. Je trouve ça quand même bon. Écoute, là, Daniel, Chris, faut-toi une copie physique au plus sacré. Ouais, parce que moi, les Resident Evil, j'ai vu physique. Ouais, je ne pas les avoir digitales. C'est parce que moi, ma PlayStation 5, elle n'a pas de disque. Ah, ouais. J'ai pas le choix. Fait que, on va s'arranger. Ils vont sûrement passer de 5 millions à 5 millions 2 dans les prochaines semaines. Daniel et moi, on va essayer de se procurer. Ouais. Comme pas le choix. Il va peut-être avoir... je pense que j'ai vu peut-être des DLC qui s'en venaient ou si c'est pas déjà fait, mais. OK. Bref, écoute, jouez-y. Puis venez m'en parler après. C'est bon. Parfait. C'est bon? Fait que, je pense qu'on peut passer au fait, mais avant tout, je pense que Eric, tu avais vraiment envie de glisser 2 mots sur la série Netflix que je sais que tu as adoré. Là, donc, peut-être une phrase ou deux, qu'est-ce que tu as pensé de ça? J'ai rien à dire. C'est ça le pire. Écoute, ma critique, c'est Resident Evil Infinite Darkness qui se retrouve entre le 4 et le 5 jeux vidéo. Ouais. Quand même, ça vaut pas la peine. Checkez pas ça. C'est pas bon. Ça amène à rien de nouveau. Puis si vous connaissez rien de Resident Evil, ben, vous allez peut-être m'aider parce qu'on n'explique rien. Fait que, bref, passez votre tour puis écoutez donc des films à la place. Ou Castlevania. Oui. Écoutez Castlevania à la place, c'est vrai. Parle-moi pas là-dessus, c'est moi qui ai fait écoute, tellement original, j'ai fait les 4 saisons. Je pense que j'ai donné la même note aux 4 saisons. Un fan fini. Bref. Fait que, parfait, on va passer là où on s'était arrêté le dernier coup avec les films de Paul W.S. Anderson mettant en vedette Mila Jovovich. Chloé, la dernière fois, tu nous avais arrêté avec mon préféré, finalement, là, Resident Evil Extinction, qui était justement inspiré un peu de Mad Max, et qui finissait avec l'espèce de gros cliffhanger de Alice, qui non seulement a des super pouvoirs, mais en plus a une armée de clones à sa disposition, qui sont tous aussi badass qu'elle. Et là, ce Resident Evil 4, sous-titré Afterlife, dans la grande tradition des sous-titres interchangeables, commence avec une des grandes traditions qui va être instaurée par la saga à partir de là. Toujours retconner les idées qui ont la fin des cliffhangers pour partir sur autre chose. Grosso modo, dans celui-là, même si ça commence avec une grosse scène d'action où c'est qu'Alice et ses clones débarquent dans une forteresse souterraine d'Umbrella pour tout décrisser et attaquer Albert Wesker, en à peu près 20 minutes, Alice n'a plus de pouvoir, tous ses clones sont morts et on repart à 0. Donc, on se rappelle qu'à la fin du 3, les survivants se dirigeaient vers un village qui s'appelle Arcadia, là, qui était l'espèce qui était supposé être une espèce d'endroit où il n'y a pas de zombies, justement, dans le nord. Fait que après avoir perdu du pouvoir et ses clones, Alice décide de s'y diriger. Ça, c'est avant aussi d'avoir vraisemblablement tué Wesker, mais on se rendra compte que quand on dit tuer dans Resident Evil, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, elle va se rendre pour aller voir les survivants en Alaska, à Arcadia.
Et elle va tomber sur ses amis Claire Redfield et Kmart, qui font la suite du dernier film. Mais dans le fond, Claire va avoir perdu sa mémoire dans les grandes traditions de Resident Evil aussi qui vont être instaurées à partir de là. Donc, c'est ça. Dans le fond, ils vont se rendre compte que Arcadia, c'est pas vraiment ça. Ce serait plus un bateau. Là, ils vont décider de se rendre. Ils vont se ramasser dans une espèce de bâtiment qui est comme une espèce de prison. Là, ils vont trouver d'autres survivants, dont tout un groupe de personnages qui sont pas des personnages de la série, là, à l'exception d'un qui est Chris Redfield, qu'on trouve dans une prison. Et qu'on appelle quand on trouve quelqu'un dans une prison? On l'appelle, bien sûr, Wentworth Miller, le gars qui jouait dans Prison Break. Parce qu'évidemment, il faut faire le clin d'œil aux fans et blablabla. Et dans le fond, le film se continue, il se passe plein d'affaires. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça se termine, grosso modo, qu'ils se font attaquer par des milliers d'hélicoptères et on se rend compte que Jill Valentine est à la charge est en train de diriger cette charge-là d'hélicoptère et qu'elle est probablement rendue méchante à la solde d'Umbrella. Fait que c'est ça pour celui-là, Afterlife. T'as vraiment l'air d'avoir aimé ça. Ouais, hein? Mais là, attends, j'ai-tu bien compris? Jill Valentine est rendue méchante? Ouais. Ah, ben. Tu sais, le monde change. Le twist. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Mais on se rend compte que c'est peut-être pas de sa faute, finalement, en tout cas. Ah. Mais à partir de ces films-là, moi, je trouve que c'est vraiment... Autant j'avais adoré le 3, là, ça commence à vraiment devenir les Resident Evil qui me réchauffent le cœur pour leur côté un peu nanar. Là. Ça devient vraiment beaucoup plus assumé que c'est n'importe quoi. Ça va dans tous les sens. Justement, comme je dis, il instaure les grandes traditions de tout le temps retconner tout ce qui se passe. Les motivations d'Umbrella sont de moins en moins claires. Après, pendant plusieurs films, on a l'impression qu'ils veulent capturer Alice pour étudier son sang puis peut-être voir comment ils pourraient trouver un antivirus. Finalement, c'est pas trop clair qu'est-ce qu'ils veulent. Wesker aussi, il y a bien des zones d'ombre dans ses motivations qui vont évoluer de film en film également en disant que c'était tout le temps les mêmes finalement, mais bon, on peut en douter. Mais ce que je trouve le plus fascinant là-dedans, c'est que tous les films ont été écrits par Paul W.S. Anderson. Ils ne les ont pas tous réalisés, mais ils les ont au moins tous écrits. Ils étaient tout le temps au scénario. Fait que tu devrais te dire qu'il y aurait une continuité qui va se garder et qu'il va y avoir un semblant justement d'histoire qui va se au fil du temps, qui va avoir du sens. Mais on dirait que Anderson, à chaque fois qu'il commence l'écriture d'un nouveau film, il fait juste se rappeler grosso modo de ce qui se passait dans le précédent, il ne prend pas la peine d'y réécouter, puis il dit « Ah, il me semble que c'était à peu près ça », puis voilà. C'est pour ça aussi que les débuts de film, c'est qu'il y a Alice qui fait la narration un peu de ce qui s'est passé jusqu'à présent, ont de moins en moins de sens au fil de la série, jusqu'au dernier épisode, c'est que ça devient vraiment... ça n'a plus aucun sens, puis je vais y revenir pourquoi. Mais dans l'ensemble, ça reste un gros... nanar bien appréciable, qui est aussi, d'ailleurs, je pense que le public a suivi parce que c'est le film de la saga qui a eu la meilleure box-office sur le marché nord-américain. Donc, rendu au 4e épisode d'une saga, c'est quand même impressionnant. Parce qu'on pourrait se dire que ça aurait tendance à perdre des fans au fur et à mesure, mais non, c'est-à-dire que Resident Evil, ça en a gagné pour une raison qui m'échappe encore. Peut-être que les gens sont plus fans de nanar qu'on pourrait le penser. Mais voilà, c'est vraiment le début de vraiment la saga comme comme on a tendance à un peu l'imaginer depuis le début. Je pense qu'il y a toujours eu cette espèce d'aura-là autour de Resident Evil, que c'est des films un peu n'importe quoi. Puis je pense que là, ça devient vraiment, vraiment assumé et complètement vrai à partir du 4. Puis d'ailleurs, un petit côté qui m'amuse un peu, c'est que c'est des coproductions canadiennes, les Resident Evil. Et celui-là a gagné un prix Génie. Ouais. Il a gagné le prix Génie de la Bobine d'or. Donc, voilà. Écoute. Et vous, est-ce que vous avez des choses à dire sur le film ou est-ce que vous l'avez vu, les autres? Moi, c'est celui que j'aime le moins. Ouais. C'est celui que je déteste. J'étais allé le voir au cinéma, là, puis tout le long, je me prenais la tête à deux mains, puis j'étais comme, mais c'est donc ben niaiseux. Pourquoi ils font ça? Mais c'est donc ben con. Les bébites sont aucunement expliquées. Ils nous garochent des ennemis qui viennent de Resident Evil 4 et Resident Evil 5 sans aucune explication. Ça vient tout d'Umbrella, mais techniquement, dans le lore des jeux, c'est pas ça. Moi, ça m'a juste frustré.
faut que je dise et tout, je ne l'ai pas revu depuis. Fait que peut-être qu'en ayant vu après ça le 5 et le 6 et les avoir quand même appréciés, peut-être que mon appréciation du 4 va s'en aller en montant, mais pour l'instant, non. Ouais, c'est dans celui-là qu'ils introduisent le gros zombie avec la hache. Ouais, l'executioner. Ouais. Fait qu'il y a un beau combat avec plein de ralentis. Ah, il y a tellement de slow-mo dans ce film-là. Si mettre toutes les séquences en slow-mo en vitesse normale, le film perd au moins 20 minutes. Probablement. Plus. Je pense qu'Anderson avait vu 300 de Zack Snyder qui a fait genre « Oui, c'est ça! » Ouais. Non, fait que, justement, effectivement, Daniel, tu as raison, c'est probablement, moi, c'est probablement en termes de qualité le moins bon, mais vu que c'est le premier de la section un peu plus nord de la saga, moi, je l'apprécie pour ça. Je n'avais pas revu aussi depuis que j'avais vu la première fois au cinéma, moi non plus. Puis j'ai réécouté pour préparer ma chronique, puis je me suis dit, genre, non, il y a quand même quelque chose d'acceptable là. Puis ça introduit aussi des nouveaux personnages des jeux, comme justement Chris O'Field, mais aussi Leon S. Kennedy, qui va se pointer. Puis il y a un personnage justement dans Les Survivants qui est joué par un acteur que j'aime bien, qui est Kim Coates, qui joue une espèce de traître là, qui est bon j'adore le voir cabotiner un peu, donc j'ai bien apprécié. Donc voilà, peut-être qu'on peut switcher tout de suite au suivant, notre fameux Resident Evil Rétribution. Et encore une fois, dans l'optique que tout est retcon à chaque fin d'épisode, celui-là, c'est un peu moins pire parce que ça commence avec une scène vraiment cool où on voit l'attaque des hélicoptères là, qui est menée par Jill Valentine sur Alice et sur tout le monde, comme avec une espèce d'effet où c'est qu'on commence à la fin, puis là, ça recule pour voir qu'est-ce qui s'est passé, puis comment ça s'est passé avec ben du ralenti, puis la musique. C'est quand même stylisé, c'est quand même intéressant. Donc, on peut apprécier ça à ce niveau-là. Puis, celui-là, au dernier épisode, on avait parlé beaucoup avec Chloé du fait que les films voulaient vraiment aller chercher les codes du jeu vidéo. Je pense que c'est jamais aussi clair et vrai que dans celui-là et dans le suivant, là. Celui-là, en fait, une fois que la scène d'introduction se termine, Alice se réveille avec le même type de plan que dans le premier Resident Evil, avec un gros plan sur son œil qui se réveille. Puis elle commence dans probablement une chose un peu qui nous prend un peu à contresens. Elle réveille dans une espèce de maison de banlieue à Raccoon City. Elle est mariée avec Todd, qui est joué par le même acteur qui jouait Carlos dans les Resident Evil 3. Puis elle a une petite fille qui est muette. Puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec Umbrella puis l'infection. On ne comprend pas trop pourquoi ça se passe comme ça. Mais rapidement, ils se font attaquer par une armée de morts-vivants. Dans une scène qui fait justement parler de Zack Snyder sur le dernier film. Là, celui-là, ça fait vraiment penser à son film, à son Dawn of the Dead. Là. Énormément. C'est vraiment très similaire dans l'introduction avec la petite ville de banlieue qui se fait attaquer par les zombies un peu partout. Mais tout de suite après ça, la situation dégénère justement, puis que ça tire un peu plus au chaos. Alice se réveille dans une cellule à Umbrella Corporation, puis elle réalise en fait que c'était un rêve ou pas. C'est pas trop clair si qu'est-ce qu'elle se rappelle ou pas, ou si c'est pas. En tout cas, c'est à se poser la question. Après elle, est-ce qu'elle chante à ce moment-là, ça n'était qu'un rêve de Céline? Si dans la vie, laisse-toi aller. non, mais est-ce qu'elle chante? Ça aurait été extraordinaire. Je vais continuer. C'est bon. Et puis là, elle se rend compte que justement, elle est dans une espèce d'installation souterraine d'Umbrella. Puis, elle va se ramasser à vouloir sortir de là. Elle va se faire donner du linge très Matrix, cuir, etc. Puis, elle va faire le film va se passer comme une espèce de succession de niveaux. Parce que, en fond, elle se rend compte que l'espèce de building dans lequel elle est, c'est une espèce de bâtiment où c'est que Umbrella faisait des tests pour les infections pour le vendre dans plein de pays. Puis il y a la Reine Rouge un peu qui contrôle tout ça, qu'on retrouve depuis le premier film qui est là, l'espèce d'intelligence artificielle.
Et dans le fond, elle veut fuir le laboratoire, mais elle va devoir traverser toutes les installations. Fait que ça va partir comme un peu dans plein de pays, là, avec la Russie et plein d'autres environnements qui font vraiment passer à des niveaux de jeux vidéo là, pour continuer dans l'espèce d'approche. On sait qu'on reprend les codes du jeu vidéo. Et elle va affronter plein de visages familiers. Tu sais, tantôt, je parlais qu'elle était mariée à l'acteur qui jouait Carlos dans l'espèce de maison de banlieue. On se rend compte que tout ça, c'était une simulation aussi, c'était un des niveaux, et que tous les personnages qu'elle va rencontrer, c'est des personnages qu'elle a un peu déjà vus dans les autres films, notamment les personnages du 1 qui reviennent avec justement Jill Valentine, on avait parlé, mais elle qui est contrôlée par Umbrella, on se rend compte à partir de ce moment-là. Puis dans le fond, plein de clones des personnages qu'elle a rencontrés qui sont un peu comme qui vont un peu être comme dans les jeux vidéo, c'est qu'il va y avoir certains PNJ qui vont réutiliser les mêmes textures, les mêmes personnages qui vont être un peu partout. Ben, ça va être un peu la même chose avec Michelle Rodriguez qui revient, puis les autres personnages un peu du groupe d'élite qu'elle avait rencontré dans 1. C'est cool qu'elle soit là quand même, Michelle Rodriguez. Moi, je l'aime bien. Elle fait son retour dans la série. Puis, dans le fond, il y a vraiment plusieurs éléments que je trouve intéressants par rapport à ça, notamment le fait que quand elle va arriver dans le niveau de la banlieue, justement, elle va trouver la fille de son clone, là, la petite fille muette. Puis elle va tenter de l'amener avec elle. Elle va avoir un sentiment d'appartenance qui va se créer, un peu comme dans un jeu vidéo quand tu contrôles un personnage puis que tu vas rencontrer un personnage, mettons, soit un animal ou un autre personnage qui est en danger. Tu vas avoir tendance à t'attacher à lui puis à vouloir le traîner avec toi puis le protéger. Il y a vraiment ce truc-là qui se fait aussi avec Alice. Puis, dans le fond, tout ça va mener à finalement. Elle va finir par retrouver Wesker, qui n'était pas mort finalement, et en fait, le film se termine. Elle va trouver Wesker sur le toit de la Maison-Blanche à Washington. Wesker va décider de lui redonner ses pouvoirs. Et le film se termine sur un plan badass où c'est qu'ils sont tous les personnages des jeux, Leon S. Kennedy, Wesker, Alice, Claire, etc., qui sont sur le toit de la Maison-Blanche avec une armée de zombies qui sont notamment des bonhommes d'armée puis ils se préparent à combattre. Wesker lui disant que l'apocalypse est rendu ingérable, Umbrella ne peut plus rien faire et qu'ils sont les seuls survivants qui vont devoir tenter de s'allier pour combattre l'invasion des zombies. Ça fait un peu le tour. J'aurais pu aller dans d'autres sens. Mais voilà. Moi, tu me le vends, je ne sais pas. Ben oui. Yeah. Non, pour vrai, c'est très intéressant l'approche qu'ils prennent, justement, tout le côté. On reprend des codes jeux vidéo, comme Chloé l'avait mentionné dans le dernier épisode. C'est vraiment assumé à ce moment-là. Il y a plein de clins d'œil à la franchise, là, notamment des jeux, mais aussi des films, là, avec la Reine Rouge qui reprend certains de ses dialogues cultes. Puis tout ce côté-là. Puis dans le fond, tout ce qui se passe dans le film va vraiment faire penser non seulement à un jeu vidéo, mais aussi comme à tout ce qui s'est passé dans la saga précédemment. Il y a vraiment une espèce de retour aux sources. Ça aurait pu être le dernier film, puis ça aurait quasiment été correct, même si ça aurait fini sur un cliffhanger, puis qu'on n'aurait pas eu de résolution, parce qu'il y avait vraiment un sentiment de retour sur lui-même, de la saga, de réflexion sur elle-même, qui était vraiment intéressant et pertinent, tout en gardant son côté très action débile et nanar. Alice n'a plus de pouvoir, notamment dans celui-là, mais ça ne fait pas vraiment grande différence. Elle n'a plus de pouvoir télékinétique, mais elle est tout le temps l'experte en Kung Fu numéro 1 de la planète et de tous les temps, puis capable de faire des trucs absurdes. Moi, ce que je trouve intéressant d'Alice dans tous les films, c'est qu'elle peut tuer un zombie avec n'importe quoi. On se rend compte qu'elle est experte avec les armes blanches, avec les armes de distance, avec tous les types de guns qui existent. Elle peut prendre une chaîne ou une chaise qui va tuer quelqu'un. Elle est vraiment experte en meurtre absolument. Donc, pour vrai, c'est un film qui est vraiment appréciable pour peu qu'on se laisse tenter par le côté un peu... qu'on assume le fait que ça va être n'importe quoi, qu'on ne cherche pas nécessairement une cohérence, qu'on ne cherche pas à qu'il n'y ait absolument aucun plot hole, parce qu'évidemment, il y en a, c'est Resident Evil. Mais ça reste intéressant sur justement sa forme et sur son fond, qui a quand même un message sur le côté justement jeu vidéo, puis les rapports qu'on a avec un avatar, notamment avec tout le discours sur les clones qui commence à vraiment être intéressant dans cet épisode-là et qui va se poursuivre dans le final chapter. Mais avant d'y aller, est-ce que vous avez des choses à dire, vous, sur ce Resident Evil Retribution? Regardez-moi, avant que vous parliez tous, moi je ne l'ai pas vu, mais je l'ai ajouté dans ma liste Netflix parce qu'il est disponible sur Netflix. Oui, tout à fait. Écoute, tu m'as vraiment bien vendu. J'ai hâte de le voir.
Je pense que tu peux apprécier le délire. C'est bon. Toi, Daniel? Bien aimé. Je l'avais bien aimé. J'étais allé le voir au cinéma quand il est sorti, puis je m'attendais au pire après le 4. Puis je suis sorti de là vraiment satisfait. J'ai fait, ils n'ont pas trop massacré ce que j'aime. C'était le fun. Puis ça m'a fait beaucoup penser, je ne sais pas, avez-vous lu les romans de Resident Evil? Il y a des romans. Il y a des romans qui ont été publiés par Fleuve Noir ici. Longtemps, là. Puis le deuxième, dans le fond, de la façon que ça fonctionne, les romans, c'est que le premier roman est basé sur le premier jeu. Le deuxième, c'est Free for All de l'auteur. Le troisième, c'est basé sur le deuxième jeu, là, et ainsi de suite. Puis le deuxième, qui n'a pas rapport, ressemble beaucoup au film Resident Evil 5. Il se promène de niveau en niveau où c'est que c'est différentes températures, c'est différentes... différents contextes et différentes bébites à chaque fois. Je me souviens pas plus du roman que ça, mais j'avais trouvé que ça y ressemblait beaucoup, puis ça avait comme boosté mon appréciation un peu du film. Okay. Est-ce que tu conseilles des romans? Moi, oui. Je les avais vraiment aimés. Ah ouais? Ok, cool. Je vais regarder ça, je ne savais même pas. C'est écrit par S.D. Perry. Puis il y en a 7-8, je pense. Ah ouais? C'est pas long, là. C'est des romans jeunesse, fait que ça se lit en 2 soirs, t'as fini. Là. OK. Mais sinon, c'est vraiment le fun. C'est des bons romans. Puis c'est ça. Comme je dis, c'est surtout le roman qui m'a fait apprécier le 5e film. Mais sinon, j'avais, tu sais, ils ont quand même rajouté Leon qui est là, Barry est là. Puis il y en a une couple d'autres qui reviennent du 4 qui sont quand même cool. Là. Luther, je pense son nom. Ouais, l'espèce de basketteur. Là. Ouais. Lui, il était quand même cool. Ouais, il est revenu lui aussi. Puis, les personnages sont tous attachants, mais attachez-vous pas trop parce que Final Chapter arrive. Ouais, c'est ça. Non, mais en tout cas, moi, j'ai un petit preview. Moi, j'ai bien aimé le dernier. On peut switcher tout de suite. Puis non, mais Chloé, attends, Chloé. Non, moi, je n'ai pas. Tu l'as pas vu? J'ai pas fait mes devoirs. La coquine. Mais moi, je t'aime pour ce que t'es. Ah, merci. C'est des fêtes, là, puis on a toutes autre chose à penser. Non, je sais. Regarder des films de W.S. Anderson. C'était même pas un reproche loin de là, c'était que de l'amour pour Chloé. Elle le sait en plus. Oui. Quand même. Donc, Resident Evil Final Chapter, chapitre final, ultime chapitre, appelez-le comme vous voulez. Toujours... C'est quoi? Excuse-moi, je te coupe, je suis impoli comme ça. Ouais. C'est le seul film de la franchise qu'on a critiqué à Horreur Québec. C'est vrai. Et par qui? Ah oui! C'est toi? C'était moi! Ah, Voilà. Continue, excuse-moi. Je te coupe plus, là. Toujours réalisé et écrit par Paul W.S. Anderson, qui est sorti quand même, ça a pris un bout de temps là, avant qu'on aille à la conclusion. C'est sorti 4 ans plus tard, en 2016. C'est le dernier volet un peu de cette série de films-là qui part depuis. Ça fait quand même. Ça a pris presque. Ça a duré comme 15 ans, cette saga-là. C'est une grosse partie de l'histoire du cinéma. Donc. Ce Resident Evil-là, il commence avec la nouvelle tradition dont j'ai parlé, de tout retconner ce qui s'est passé dans le précédent film au début du suivant. Donc, on se rappelle qu'à la scène finale du dernier, tout le monde était sur le toit de la Maison-Blanche et préparait à kicker des culs en gang. Celui-là commence que Washington est en ruine. Alice est toute seule dans Washington qui est devenu visiblement un espèce de désert à la Resident Evil 3. On comprend que les problèmes ont été trahis par Wesker. Et pour la première fois de toute la saga Resident Evil, l'espèce de monologue d'Alice au début ne raconte pas ce qui s'est passé dans les précédents films, mais raconte l'histoire de Umbrella Corporation. Pourquoi elle ne raconte pas ce qui s'est passé dans les précédents films? Tout simplement parce que c'est comme s'il n'avait jamais existé si on s'en fie au scénario. Donc, dans cette espèce de flashback-là sur l'histoire d'Umbrella, on se rend compte que le docteur Isaac, qui fait son retour depuis qui avait été tué dans le 3, qui revient ici en tant que joueur majeur. Et on se rend compte que lui, il était un des actionnaires majoritaires de Umbrella Corporation, même si dans le 3, on avait l'impression que son boss était Albert Wesker, mais
on n'en est pas là en termes de cohérence. Et que son associé dans Umbrella avait une fille qui s'appelait Alicia et c'est sur cette fille-là qu'il aurait commencé à expérimenter le virus T parce que cette jeune fille-là, cette petite fille-là, elle avait une espèce de maladie qui est la même maladie qu'a Robin Williams dans le film Jack, où c'est qu'elle est grandie, elle vieillit plus que ce qu'elle devrait avoir comme en termes d'âge, là, comme par exemple à 3 ans, elle a l'air d'en avoir 7, etc. Donc, le virus T sert un peu à ralentir la progression de cette maladie-là. Et c'est comme ça que ça commence. Et là, ça marche, mais on se rend compte que le virus T, dans d'autres circonstances, ça peut transformer les gens en zombies. Se rendant compte de ça, ce fameux scientifique-là, le père de Alicia, décide que ça n'a pas de bon sens, mais le docteur Isaac dit non, on va faire du profit, blablabla, fait qu'il décide de le tuer. Et il devient le propriétaire de Umbrella à 50% avec Alicia qui décide de prendre son aile et de ne pas la tuer pour une raison qui m'échappe. Parce qu'il a tué son père sans hésitation et ça réglerait bien de ses problèmes. Mais on se rend compte aussi que Alicia, c'est le modèle qui a servi à créer la Reine Rouge, l'intelligence artificielle qui est en charge de la sécurité d'Umbrella. Et le film commence avec Alice, justement, qui est dans le désert à s'échapper, à se battre contre des dragons. On n'en est plus à ça de près. Et dans le fond, des dragons? Ça ressemble à ça. Là. C'est des chauves-souris zombies géantes. Je pense que ça vient peut-être des jeux, mais... ça vient de Resident Evil 5, je pense. Ouais. Okay. Ouais, c'est vrai, il y en a. Okay, puis Alice en 1v1 avec un Jeep. Fait que, elle n'a plus de pouvoir, mais... là, elle est supposée récupérer ses pouvoirs, mais elle n'a plus de pouvoir télépathique pour une raison qui m'échappe. Mais on ne sait pas trop si Wesker a donné ses pouvoirs ou pas, ou s'il a menti, puisqu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre elle et Wesker depuis le dernier film. Mais en tout cas, peut-être qu'elle a des pouvoirs, peut-être qu'elle n'a pas, c'est pas clair. Mais en tout cas, on comprend au milieu du film qu'elle a quand même été injectée par le virus T, mais elle n'a plus de pouvoir télépathique parce que ça arrange bien le scénario. Donc, Alice, elle comprend à cause qu'elle se fait mettre la puce à l'oreille par la Reine Rouge, qui décide de devenir gentille pour une raison qui est expliquée vers le milieu du film, qu'il faut qu'elle aille chercher l'antidote dans une base d'Umbrella, parce que visiblement, l'antidote existe, même s'il essaie de le fabriquer dans tous les autres films, il a été créé hors caméra. Et dans le fond, Umbrella décide, ils ont changé un peu de vision. Au début, dans tous les films, on pensait qu'Umbrella, il y avait quand même une envie de nettoyer un peu leur marde. Au début, ils essaient de contenir l'infection en tirant des nukes. Puis, une compagnie, ça marche quand même mieux quand tu as des clients à vendre des choses. Puis là, la Terre n'existe plus, puis c'est rendu juste des zombies. Mais ce film-là explique qu'en fait, Umbrella avait, depuis le début, l'ambition de créer une nouvelle... comment on pourrait dire ça? En fait, il voulait créer finalement l'espèce de principe de l'Arche de Noé, où c'est qu'il détruisait la Terre de tous les humains pour repartir à zéro avec des gens choisis par eux, donc les riches et les puissants. Pourquoi ils ont tant cherché à capturer Alice dans les autres films et qu'ils n'ont pas tué à les 1000 occasions aussi qu'ils avaient de le faire? On s'en fout, le film n'explique pas. Mais... c'est tout ça pour dire que, dans le fond, le principe du film, ça va être Alice qui va essayer de retourner à la base d'Umbrella et de libérer l'antivirus pour que le monde redevienne normal. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui suivent parce que ce serait juste citer une suite d'incohérences qui n'a pas de bon sens, mais malgré tout ça, le film est fun. Okay? L'action, c'est l'action non-stop, ça va dans tous les sens. Le principe on prend les codes du jeu vidéo est encore très présent, notamment avec des scènes, notamment quand les personnages principaux vont commencer à rentrer dans la base d'Umbrella, qui vont être très progression au jeu vidéo avec des pièges qui se déclenchent qui ressemblent vraiment à des QTE dans le principe, c'est que les personnages vont tous mourir un par un et qui vont progresser justement au fur et à mesure avec même une carte en 3D qui va apparaître à un certain moment, qui apparaît déjà dans certains moments de la saga, mais qui fait vraiment jeu vidéo, et la Reine Rouge qui les pop de temps en temps, comme qui leur sert un peu de tutoriel puis à faire l'exposition pour le gameplay et qu'est-ce qui va se passer. Fait que, dans le fond, il y a même des scènes, je viens de penser à ça, qui font très jeu vidéo, c'est que Alice puis un autre des personnages arrivent dans une salle, dans une espèce de bureau, et il y a une sac à faire avec des guns dedans et des munitions. Comme dans un jeu vidéo que tu trouverais des guns un peu à des endroits random. Il arrive ça dans le film aussi. Donc, on voit encore qu'il y a vraiment cette volonté-là de rester dans ce sous-discours-là de la saga. Et
Au fond, le film, on va rentrer dans un peu l'analyse de la fin là, pour pouvoir bien en parler. Ça se termine qu'on se rend compte que la petite fille Alicia, sans surprise pour personne, parce qu'on ne voyait jamais son visage quand on la voyait âgée, c'est Alice. C'est la personne originale d'Alice et l'Alice qu'on suit depuis le début des films n'est qu'un clone. C'est pour ça qu'elle se réveille au début du premier film et qu'elle n'a aucun souvenir de son passé. Donc, encore une fois, le discours sur l'avatar est très intéressant. Comme on avait dit dans le dernier épisode, Chloé, tu te rappelles qu'elle se réveille avec aucun souvenir de ce qui s'est passé avant, comme quand tu prends un personnage dans un jeu vidéo, tu n'as aucune idée de c'est quoi son background avant que tu le prennes entre tes mains. Et c'est un peu cette même idée-là qui est réexploitée avec Alice, qui, tout ce temps-là, n'était qu'un clone. Et donc, on se rend compte également que le docteur Isaac, qui a fait son retour dans cet épisode-là, aussi était un clone et que l'original est dans la base. Il fait partie justement des riches qui se cachaient. Donc, il y a tout ce discours-là qui est très en surface, on s'entend, là, sur le des classes, là, où c'est que les riches se sont cachés sur Terre pendant qu'ils détruisent le monde. Mais ça va, c'est quand même présent. Et justement, le film se termine aussi qu'avec juste au dernier moment, Alice réussit à libérer le virus et l'antivirus, c'est-à-dire, tout d'un coup, vu que l'antivirus se déploie dans l'air, à détruire tous les zombies de la planète qui sont dans un rayon à partir d'elle et au fil du temps, qui devrait tout guérir la planète pour faire en sorte que l'épidémie de zombies n'ait plus existé. Ah, c'est bien fait. Ça conclut la saga comme ça, avec un beau message final où les gentils ont gagné. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire, vous, sur celui-là? Peut-être Eric a commencé avec quand tu avais fait la critique. Écoute, moi, j'avais donné un 7 sur 10 quand même. Hein? Je sais pas si c'est le contexte. Là, c'est la première fois que j'allais au cinéma avec Marc, notre grand boss. Ouais. Je devais être tout excité, tout heureux. Fait que j'écoute. Ma vue s'est embellie pour le film, mais écoute, je pense que tu as bien résumé quand même ce que je pensais, c'est souvent ça a niqué une tête. Écoute, la première heure passe, les heures le passent super vite, parce que c'est 48 heures, tu sais. Ça passe super vite, et à la fin, là, my God, que les heures sont interminables. Tu sais, il y avait une notion là-dedans. Ça nique une tête, oui, tout ça, mais écoute, j'ai osé, je sais pas si je ferais la même comparaison, comparer Mila Jovovich à Arnold et à Sylvester Stallone. Ben oui, il y a rien à envier à eux autres. Là. Et c'est la notion du gros plaisir. Moi, j'ai vraiment eu du fun. Tu te casses pas la tête, c'est pas grave. Tu mets ton cerveau à off, ça fait un méchant bon film d'action. Tout à fait. Moi, justement, je le répète, là, c'est un film qui se prend pas au sérieux, qui justement, tu sais, on essaie de faire... C'est presque un film qui pourrait être stand-alone dans la saga, là, pour vrai. Ce qui s'est passé avant a plus de raison d'être parce que tout ce qui s'est passé avant, à part peut-être le Dr. Isaac qui introduit avant, mais justement, tout le monde change de personnalité et tout ce qui s'est passé dans les précédents films n'a plus aucun sens par rapport à ce qui était la volonté d'Umbrella, visiblement depuis le début. Donc, on peut presque le prendre sans avoir vu aucun des films de saga puis l'apprécier pour ce qui est, c'est-à-dire un gros divertissement nanardesque, action qui va dans tous les sens et qui ne se prend pas au sérieux. Mais tu vois, je posais la question dans ma critique, est-ce que c'est nécessaire d'avoir vu les autres? Et je répondais que non. Mm-hmm. Moi, je dis, le premier et le dernier, c'est correct. C'est bon. Probablement qu'en regardant juste le premier puis le dernier, ça fait un petit peu plus de sens. Oui, sûrement. Pour vrai, oui. Oui, tout à fait. Mais ouais, il n'était pas si pire, Final Chapter. Je l'ai regardé il y a quelques mois, puis j'avais bien aimé ça. J'étais même très surpris parce que je m'attends. Les critiques étaient désastreuses ailleurs que chez Horreur Québec. Comme moi. Mais ouais, non, j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas si je m'attendais au pire, mais j'ai vraiment embarqué, puis j'étais comme OK, shoot-moi tes niaiseries, c'est correct, je suis rendu habitué. Puis non, c'était vraiment cool. Puis le personnage du Dr. Isaac, je suis content qu'il soit là parce qu'il fait un peu beaucoup le show. Oui, vraiment. Il cabotine au max, puis vraiment, il est appréciable. Là. On aime le détester. Là. Ouais. Il y a beaucoup plus de personnalités que Wesker aussi, là, qui dans celui-là est vraiment très effacé. Là.
Tu dis ça de même, puis j'étais comme, Wesker, il est dedans? Oui, mais c'est ça. Autant dans, on avait l'impression dans le 3 que Wesker, il collait les shots, puis le docteur Isaac, il répondait de lui. Dans celui-là, finalement, c'est rendu l'homme de main, finalement. Ouais, il sert juste d'homme de main à Isaac. Puis il se fait. Il y a la scène où c'est qu'on se débarrasse de lui est vraiment. J'ai quand même trouvé cool puis badass, là, c'est que Isaac puis Alicia, l'espèce de vieille Alice originale, sont les deux ont 50% de la compagnie. Puis la Reine Rouge ne peut pas attaquer les employés d'Umbrella. Fait Alicia fait juste dire Albert Wesker, vous êtes viré, là, you're fired. Oui. Puis la Reine Rouge, il fait tomber de quoi dessus, puis il se fait couper les jambes. C'est comme genre yeah! C'est vrai. Ah. C'est niaiseux, c'est le fun. C'est épais, mais c'est malade. Je l'aime, Dr. Isaac. Attends, l'acteur Ian Glenn, mais là, qui joue. Là, je cherche dans Games of... Parce que les gens vont le reconnaître surtout par Games of Thrones. Et là, je cherche son nom dans Games of Thrones, mais je l'aime bien, c'est un bon acteur, lui. Dans Game of Thrones, je pense que c'est Jorah. Jorah Mormont. Je suis en train de chercher son nom. Là. Je suis en train de chercher son nom, là. Il me semble que c'est lui. Mais c'est ça, c'est vraiment... ouais, c'est Jorah Mormont. Je viens d'arriver sur sa page de Wikipédia, effectivement. Donc, moi. Les jeunes. Puis, non, c'est ça. Tout le côté aussi, jeux vidéo est vraiment réitéré. Puis même la fin, ça se termine aussi que justement, la Terre est réglée, mais ça pourrait être une espèce de concept où c'est que tu as terminé le jeu, mais tu peux continuer à jouer parce qu'Alice dit à la fin, en étant sur sa moto, il reste des amis à quelques endroits, je vais aller les tuer pour protéger les gens jusqu'à ce que le virus finisse de faire, l'antivirus finisse de faire son travail. Donc, il y a vraiment un côté, tu finis le jeu, mais tu peux continuer à jouer un peu. C'est vrai. Si tu as envie. Fait qu'il y a vraiment. Ce que tu avais noté, Chloé, genre, une fois que tu en as parlé, tu le remarques vraiment, vraiment, qu'il y a vraiment cette volonté-là tout au fil de la saga. Contente d'avoir été utile. Donc, si on a rien d'autre à rajouter, je pense qu'on pourrait conclure. Ça fait pas mal de tour, je crois. Donc, Resident Evil, je pense qu'on peut tous dire que c'est une saga qui a des hauts et des bas, autant en termes de jeux vidéo qu'en termes de cinéma. Oui. Là, c'est sûr qu'au niveau des jeux, la dernière date est un chef-d'œuvre selon ce que Eric nous dit. Le dernier film en date l'est un peu moins selon ce que moi je vous dis. Raccoon City. Mais je vous conseille quand même de vous faire votre propre avis. Là. Surtout pour les fans de la saga, il y a quelques moments fanservice assez intéressants. Et on ne va pas rentrer dans le détail. Là, si vous voulez savoir ce qu'on dit, qu'on va dire comme dans le dernier épisode, juste aller voir ma critique sur Horreur Québec. On va peut-être en reparler à l'occasion s'il y a une suite, on ne sait jamais. Donc, Daniel, Eric, Chloé, merci d'avoir fait cet épisode-là qu'on avait vraiment envie de faire. Oui, on avait envie de parler de jeux vidéo depuis un bout de temps, puis c'est l'occasion parfaite. Merci de vous être prêté au jeu et de vous être tapé tous ces jeux-là pour nous et qui ne sommes pas tous gamers, fait que voilà. Écoute, moi je lance l'idée qu'on repasse avec Daniel si évidemment il a joué au jeu. On peut en faire quelques-uns par rapport aux jeux vidéo d'horreur. Je trouve que Silent Hill, éventuellement, ça pourrait être intéressant. Ah oui, oui, il faudrait juste que je le rejoue. Ça fait moins de jeux aussi, ça fait que c'est ça serait peut-être plus facile, et puis il y a moins de films aussi. oui. Mais les Outlast aussi, ça serait pas... Ce serait pas désagréable d'en parler. Effectivement. Et qu'on se garde au courant, puis on voit ça pour la saison 2. On lance ça dans les heures. Écoute, puis si vous nous écoutez avant Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël. Et joyeux, bonne année. Parce qu'en plus, nous... C'est le dernier épisode avant la saison 2. Il est où le champagne, là? Il est où le champagne, c'est ça? Bon, quoi que samedi matin. Quoi que... Un petit mimosa. Oui, voilà. Ou un café Baileys. Ah oui, let's go. Classique. Écoute, mais on vous souhaite une excellente année. Oui. Yes. Puis, Chloé et moi et Eric aux nouvelles, évidemment, on va revenir pour la saison 2 l'an prochain, en 2022. Et d'ici là... non, mais Daniel va revenir. Daniel va revenir dans un épisode, c'est sûr. Yes! C'est sûr. C'est sûr. Tellement apprécié l'avoir. Fait que c'est ça, on se retrouve en 2022. On ne peut pas vous dire de date tout de suite, mais gardez un œil sur la page d'Horreur Québec. Là, ça va être annoncé incessamment. Cool! On se retrouve pour la section recommandations, comme à notre habitude. Chloé, qu'est-ce que tu as envie de nous jaser aujourd'hui?
Et moi, j'ai vu un film assez particulier que vous avez probablement tous entendu parler parce qu'il est passé au Festival de Cannes. C'est Titane, qui est sorti en 2021, réalisé par Julia Ducournau. Ouais. C'est un film franco-belge. Et puis, moi, ce que j'avais entendu parler de Titane, c'était que c'était tellement choquant que les gens sortaient de la salle. Ben oui, il y avait des vox pop de Madame choquée là, oui. Après la projection à Cannes. Là. Exactement. Puis, bon, tu sais, d'habitude, quand on me dit ça, je prends toujours ça avec un grain de sel, parce que oui, il y en a des films choquants, mais moi, je suis assez... j'aime ça, les films qui choquent, là, fait que j'en ai vu plusieurs. Il n'y a plus grand-chose qui vient me chercher. Mais je comprends pourquoi, tu sais, parce que déjà, le personnage est complètement antipathique du début à la fin. Tu sais, on ne l'aime pas du tout. Puis, pour faire un petit résumé du film, là, c'est une tueuse en série qui se fait découvrir un peu son identité. Donc, elle se sauve, puis pour échapper à la police, elle va se raser les cheveux puis se faire passer pour un homme qui a disparu, en fait, quand il était enfant. Donc, il y a des parents qui ont perdu leur enfant quand il avait comme 5 ans. L'enfant n'a jamais été retrouvé. Puis elle se dit, OK, il a disparu à tel âge, moi, je vais me faire passer pour l'enfant qui a vieilli puis qui revient. Oui, c'est ça. Donc, c'est dégueulasse parce que ça joue avec les sentiments, surtout du père qui pense qu'il retrouve son fils. Plot twist, elle est enceinte. Donc, elle va devoir non seulement cacher sa féminité, mais en plus sa grossesse. Et elle va se retrouver dans une gang de pompiers. Donc, des hommes, tu sais, rough, puis, tu sais, des machos un peu. Mais, comme je dis, on ne s'attache pas du tout au personnage, mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas le film d'être pas bon. Au contraire, on regarde ce film-là comme on regarde un accident de voiture. Tu sais, tu veux pas voir, mais en même temps, tu es curieux, tu regardes pareil. Tu peux pas ne pas regarder, oui. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment une expérience cinématographique. Donc, je recommande à tout le monde d'aller y jeter un coup d'œil. C'est très intéressant. Super. Ben, moi, il était sur ma liste. Là. C'est sûr que je veux le voir. Là. En plus, il avait gagné la Palme d'Or. Moi, j'avais bien aimé Grave, le précédent film de Julia Ducournau. Grave, c'est Ross, parce que je sais qu'elle a fait aussi Raw. Ça doit être ça, oui. Ah, OK. Oui, je ne l'ai pas vu celle-là. Il est sur ma liste. Il l'est toujours, d'ailleurs. Après avoir vu Titane, je vois un peu le style de la réalisatrice. Fait que c'est sûr que je vais aller le regarder. Et toi, ta recommandation? Moi, en fait, j'aimerais ça que, tantôt, à la fin de l'épisode, je vous ai tous dit merci de suivre Horreur Québec, mais là, j'aimerais juste glisser le mot, en fait, sur l'avenir d'Horreur Québec. On en a parlé un peu. Il y a eu quelques annonces qui ont été faites de manière un peu éparse, sans jamais trop rentrer dans la clarté. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet non plus, mais Horreur Québec, vous avez sûrement remarqué qu'on publie un peu moins de nouvelles qu'à l'habitude depuis un mois. On a pris un peu de recul, justement, pour voir comment aller évoluer le site. Donc, je vous suggère en fait juste de garder à l'œil ce qui va se passer sur notre page Facebook et notre site dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il va sans doute avoir des modifications importantes qui vont avoir lieu. Je vous encourage aussi à garder un œil sur la liste de fin d'année des collaborateurs d'Horreur Québec pour voir un peu les recommandations qu'on fait puis trouver la liste de films que vous avez pu peut-être manquer en 2021 et préparer votre arrivée en 2022 avec des bonnes suggestions. Ça va aller dans tous les sens, évidemment. Là, tous les collaborateurs ont leur propre couleur, là, les collaboratrices aussi. Là, tout le monde a son propre style un peu qui aime de mettre de l'avant. Là. Vous pouvez vous attendre à un film un peu what the fuck jusqu'au boutiste de mon bord, évidemment. Donc, merci de suivre Horreur Québec encore une fois et merci de suivre le balado. On vous revient pour une saison 2 prochainement. On ne va pas lancer de date pour pas trop créer de hype. On va prendre le temps de bien se reposer, de préparer des entrevues, des sujets. On va sûrement avoir d'autres types de contenus aussi qui vont arriver dans les prochains mois. Gardez un œil là-dessus. Merci de nous avoir suivis durant toute l'année. Je pense que Chloé est d'accord avec moi pour dire que ça a été une expérience vraiment cool de pouvoir faire ce projet-là. Je tiens à dire aussi que
on n'interagit pas tant que ça encore sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'aimerais plus implanter, sauf que les auditeurs sont là, on les voit dans les statistiques, vous nous suivez, puis vous êtes de plus en plus nombreux. Puis pour vrai, je veux dire, toi puis moi, Raphaël, puis Eric, puis Marc, on fait ça pour le plaisir. On n'est pas payé du tout pour faire ça. Puis, on n'a pas encore de commandite Polysleep ou whatever. Exactement. Donc, c'est vraiment fascinant pour nous de voir que vous nous suivez puis que ça vous intéresse, en fait, nos niaiseries. Là. Donc, merci beaucoup de nous suivre. Merci de suivre ça dessus, le contenu aussi, même si parfois on est peut-être un peu austère par rapport à d'autres types de podcasts. Là. On est peut-être un peu plus sérieux, des fois moins, mais c'est vraiment cool de voir qu'il y a une place pour ce type de contenu-là aussi puis que vous êtes vraiment nombreux à nous suivre, donc on est vraiment contents. Merci à tous puis bonne année. Bonne année!